Mesdames, Mesdemoiselles, amis sportifs, eh bien, heureux de vous retrouver pour un nouveau Sport Week-end. Bien sûr, l'événement, il est omnisport. Aujourd'hui, on va parler, bien sûr, du handball, de la Coupe du Monde auquel participe notre équipe nationale, notre set national qui affronte en ce moment même, eh bien, son homologue, eh bien, marocaine. Et puis, c'est vrai que ça va faire le derby maghrébin et on va le suivre, mais c'est dans la deuxième partie de Sport Weekend. On va parler d'abord de football. Et le sujet essentiel en ce moment, c'est bien sûr la valse des entraîneurs. On aura aussi bien le résultat du match joué cet après-midi pour le compte de la 8e journée, le derby à l'est du pays entre Skikda et le CS Constantine. Et puis, on fera un round-up, on parlera du programme du week-end. Alors, tout cela dans 52 minutes, eh bien rempli. Mais avant ça, eh bien, on va commencer d'abord avec le jingle de Ligue 1 avant de vous présenter nos invités. Alors, Jingle League 1 Football, donc pour la partie football, eh bien, nous allons faire le tour de la question et j'ai le plaisir de recevoir, bien sûr, un grand ami, notre ami entraîneur et connu et reconnu, Eridir Abdelali. Merci d'être là, merci de répondre à l'invitation. Merci à vous, bonsoir Smaïl, bonsoir Samir, bonsoir aux téléspectateurs de Canal Algérie. Et je suis heureux d'être au plateau avec vous. Parmi nous, eh bien, le plaisir est pour nous, et aussi pour Samir Hamdi, notre consultant. Merci d'être là, Samir. C'est moi que vous remercie, Ismaël. C'est vraiment un grand plaisir de recevoir Seb Blali. De recevoir les chiffres, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'anecdotes ensemble. Ouais. Ça remonte quand même, ça ne rajeunit pas le trio qui est là pour vous servir. Mais bon, le sujet de cette, l'actualité de cette journée, de cette semaine, c'est bien sûr à peine cette journée. Consommé, encore pas tous les matchs n'ont été joués et déjà, eh bien, plus d'une dizaine d'entraîneurs qui ont quitté leur poste, soit limogeage, soit eh bien, séparation à l'amiable ou démission, mais toujours est-il que eh bien, c'est un coût certain pour la stabilité de tout club, n'est-ce pas, Monsieur Eridir? Exact, pour ce problème de la valse des entraîneurs, je pense aussi que après cette journée, quand même, il y a 11 joueurs qui sont poussés à la porte, poussés à la démission ou démis de leur fonction. Donc, je pense d'ici 20 journées, avec 38 journées, je pense qu'on va trouver une équipe d'entraîneurs qui peuvent être entraînés par des techniciens eux-mêmes. Donc, sincèrement, c'est très grave. Donc, ça date depuis plusieurs années. Ce n'est pas nouveau. Il faut dire que ce n'est pas le fait de cette année, mais c'est devenu récurrent. Est-ce que ce n'est pas un danger pour le football? Non, mais c'est un danger du football algérien. Donc, surtout la situation actuelle, il n'y a pas de pression au niveau des supporters. Donc, le président veut... Donc, ça, c'est une logique que s'il n'y a pas de résultat, il y a l'entraîneur qui paye. C'est le fusible, on l'appelle le fusible. C'est le fusible, d'accord. Mais il n'y a pas de passion au niveau des clubs. Je pense, à mon avis, s'il y a un qualificatif supérieur à celui d'incompétent, je peux donner ce mot aux dirigeants des clubs. Ouais, c'est vrai. On ne change pas les entraîneurs comme on change de chemise. Et en plus, il y a cette journée, au moins on donne une chance à l'entraîneur de terminer la phase aller pour donner un bilan de ses résultats, de son travail. Et à partir de là, on peut juger l'entraîneur, même sur la phase aller. Mais ça n'empêche, sur cette journée, on peut juger l'entraîneur. Donc, surtout avec cette pandémie, 8 mois d'inactivité. La majorité des clubs, ils ont recruté des joueurs. Je prends l'exemple du Net, avec 14 recrues, c'est pas normal. Même des clubs, soit au niveau de Tlemcen, au niveau de Magra, minimum des clubs qui recrutent 7 à 8 joueurs par saison. C'est pas normal, c'est pas logique. Donc, ça veut dire qu'on navigue à vue. Il n'y a pas de stratégie de formation vers l'avenir. Il n'y a pas d'injection de joueurs chaque année. Par exemple, en tant que coach, quand on termine la saison, on fait un bilan et puis on recrute suivant. On ne change pas 14 joueurs. 14 joueurs. On prend l'exemple depuis 2015, un exemple au niveau professionnel.
en professionnel, du moment qu'on appelle notre championnat professionnel. Donc, je prends l'exemple de Real Madrid. Depuis 2015-2020 ou 2021, il y a eu 3 ou 4 changements, pas plus. Toujours la même équipe, toujours le même effectif. Donc, si on cherche la cohésion, si on cherche la stabilité même au niveau du staff, même au niveau des fois, on peut changer dans 2-3 ans, mais pas à cette journée. Mais aussi, il y a une part de responsabilité au niveau des entraîneurs. Non seulement de l'incompétence des dirigeants, mais aussi direct, carrément l'incompétence, oui, parce que c'est le poids aussi de la pression enfin, on va pas dire du public, parce qu'il est absent des stades. Et justement, il est absent, c'est ça le mal. Il n'y a pas de supporters, il n'y a pas de... Mais les supporters sont dans la vie, ils sont là, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont à l'entraînement, ils sont au sortir des vestiaires, ils sont à l'entrée du stade, ils sont là. Ils sont là, d'accord, sur les réseaux, comme tu viens de dire, mais aussi le dirigeant doit avoir cette pensée de son entraîneur. Pourquoi il a recruté cet entraîneur? Pourquoi il a fait un recrutement de 14? Il a accepté, soi-disant, s'il y a un projet de jeu ou bien un projet pour le club. Parce que tout cela repose sur un projet de travail, sur un projet au niveau du club. Si le président ou bien le comité directeur n'est pas convaincu, pourquoi il recrute? Il fait appel à tel ou tel entraîneur. Ça veut dire que, est-ce que c'est un problème de négociation? Au début, on se fixe des objectifs. On ne ramène pas un entraîneur comme ça. Je ne vais pas vous dire, venez monsieur Abdelali Redir, prenez l'équipe et bon vent. C'est pas comme ça. Exact, c'est pas comme ça. Je vous donne un exemple. Il y a un club, sur ma situation, il y a un club qui m'a contacté. Il y a 2 ou 3 clubs. Un club la première question qu'il m'a posée, il m'a dit que nous avons un problème de finances. Je lui dis, mais je ne suis pas un commissaire aux comptes, je suis un entraîneur. Est-ce que moi, je viens de gérer le côté technique, je ne peux pas gérer le côté finance. Ouais. Donc, mais avec ton profil, avec ta personnalité, tu peux maîtriser le groupe. Mais attends, comment je peux maîtriser le groupe? C'est vrai, sur le terrain, on essaie d'oublier un peu les problèmes. Les problèmes des finances, mais les problèmes, si un joueur n'est pas payé, si un joueur n'est pas bien, non seulement n'est pas bien encadré, n'est pas mis dans les bonnes accompagné et conditions, tout ça, voilà. donc impossible. Même l'entraîneur fait avec tout son bagage, mais c'est très difficile quand même. Très très difficile à gérer comme situation. Donc un qui me parle le problème des finances. Le deuxième, il me pose la question. Il veut limoger son entraîneur. Il délègue son manager. Est-ce que si M. Heridir accepte de prendre l'équipe, je vais me débarrasser de... Oui, l'éthique sportive quand même. Moi, je ne peux pas accepter cette situation. On va dire c'est aussi jungle que ça. Je ne sais pas si je peux m'exprimer comme ça. C'est aussi jungle que ça. Ça apparaît, c'est la loi du plus fort. Ce n'est pas réglementé. Et pourtant, on signe des contrats, il y a des négociations. Oui, Ismaël, voilà, il a bien expliqué. Ce manque de solidarité entre coachs, c'est regrettable, mais on assiste à des chaises musicales, hein. Un entraîneur qui est là, il fait juste le changement, hein. On l'a vu, on l'a constaté plusieurs fois. Un entraîneur, la semaine, il est là, la deuxième semaine, il va jouer contre sa propre équipe. On l'a constaté pratiquement. Moi, j'aimerais bien parler avec notre ami Ali sur la méthodologie d'entraînement, parce que, à mon sens, on joue comme on s'entraîne. Donc, pendant la semaine, il y a cette gestion de la semaine. Est-ce qu'il est préférable d'augmenter la charge de travail, de diminuer la charge de travail? Est-ce que c'est possible de jouer un match d'entraînement au milieu de la semaine? Est-ce que vraiment les 2 heures effectives existent vraiment sur le terrain? Parce que, à mon avis, on a beau parler de projet de jeu, parce que ça, c'est leur projet de jeu, hormis peut-être l'équipe de l'entente de Sétif Smaïn, qui est là depuis pratiquement une année. Il y a des résultats aussi. Non, il y a des prémices. Les résultats cachent beaucoup de c'est choses. Sûr. Mais le travail paye, Ismaël. Bien sûr. Les résultats ne viennent pas comme ça, comme ne tombent pas du ciel, mais on voit un travail de fond qui est fait. Certes, c'est pas. Mais il y a un truc, c'est huilé, c'est déjà des automatismes, des actions qui se répètent. C'est comme ça, on le dit. Moi, je parle beaucoup plus de la charge et de la méthodologie d'entraînement
pendant la semaine. Non, moi lorsque je viens de citer le cas que cette valse des entraîneurs, elle est partagée entre les dirigeants et les entraîneurs. La responsabilité. La responsabilité, elle est liée. Pourquoi un entraîneur, au début, il accepte de recruter 14 joueurs? Pourquoi un entraîneur accepte de recruter même 8 joueurs? Pourquoi il accepte, par exemple, le niveau de quelques joueurs qui sont imposés par le président et sont dans son effectif? Donc, si je reprends la question au niveau de la méthodologie d'entraînement, sincèrement, au niveau de nos entraîneurs, sans dénigrer nos entraîneurs, mais ils se valent nos entraîneurs. Je vois des fois des matchs, je regarde des matchs et j'assiste à des matchs comme la semaine passée entre Bordeaux et Sétif. Sincèrement, je vois la différence. Un grand décalage. Un décalage, un grand décalage. Donc, parce qu'au niveau soit de la méthodologie de l'entraînement, processus d'entraînement, soit au niveau de la tactique, parce que la tactique, c'est pas de mettre X défenseurs, X milieu terrain, X entraîneur, X attaquants, c'est pas vrai. Donc, ils savent même pas, quelques entraîneurs, c'est vrai, il y a culture tactique. Bien sûr, donc ils savent même pas où est l'espace de jeu, l'espace de pressing, l'équipe adverse, où elle récupère le ballon, est-ce qu'il y a une situation de jeu donnée au niveau à droite ou à gauche. Donc c'est ça le problème qui existe au niveau. Donc le problème au niveau des joueurs, de nos entraîneurs, ils se valent. Et le problème actuel, on ne voit plus nos entraîneurs. Si je peux citer des noms à Annaba, par exemple, le cas de Kader Biskri de Annaba, le cas de Rouas, le cas de... C'est des entraîneurs on ne les voit plus maintenant sur le terrain. Donc c'est dommage. On aurait pu profiter de leur capital expérience. Un Mehdaoui aussi, à Alger, même si dans l'équipe nationale militaire, mais il peut donner maintenant même pour le football algérien. Pour vous, donc, c'est un problème de formation aussi? Non, c'est un problème de formation et de recyclage. Donc, est-ce que nos entraîneurs font des recyclages pour se mettre à jour? Est-ce qu'ils sont à la page Parce qu'on sait que les tactiques évoluent, le monde. On a vu, c'est extraordinaire. Seulement les tactiques, l'évolution des schémas, des méthodes. Exact, justement, c'est dans ce domaine qu'il faut se perfectionner. Malheureusement, chez nous, je ne dénigre pas nos entraîneurs, mais ils ne sont pas à jour, ils ne sont pas à la page. Donc, lorsque je vois des situations de jeu entre des équipes, même des entraîneurs étrangers, ils le dépassent. Ouais, c'est vrai que c'est pas le type. C'est vrai, c'est pauvre dans le jeu, de qualité du jeu. Alors, je ne sais pas. Bon, est-ce qu'on peut juger un entraîneur après cette journée? Impossible. Parce que, surtout avec 14 joueurs de la moitié, plus de la moitié de l'effectif qui est changé, combien de temps faut-il pour qu'il y ait la cohésion à peu près entre les joueurs? La cohésion, on ne peut pas avoir une cohésion à cette journée, même à la phase aller, jusqu'à la phase aller. Donc, au moins, le président, il doit être patient avec son comité directeur. Il a recruté l'entraîneur. Il attend au moins la phase aller pour dresser un bilan, pour voir est-ce que l'équipe elle est dans le bon sens, est-ce qu'on commence cette cohésion, elle commence à venir avec les nouveaux recrues. Moi, sur ce palier, je peux parler je cite un exemple de peut-être toujours le haut niveau, c'est les Gunners au niveau d'Arsenal. Oui, Arsenal, donc, vous citez cet exemple. Arsenal elle est passée par une crise extraordinaire. Ouais. Donc l'équipe elle est à 5 points de relégable. 5 points, donc c'est jamais passé. De mémoire, oui. Jamais. Donc, mais dans ce sens, il y a eu bien sûr le coach Arteta, donc il a accepté cette situation et il n'est jamais passé par situation pareil. Avec 14 matchs, 14 points. Avec 6 défaites consécutives. Ici, si on passe à partir de 2-3 défaites consécutives, bon. L'entraîneur est limogé. Et peut-être il y aura dans 2-3 semaines un entraîneur il est sur les tablettes qui vont le pousser à la porte. Donc, je peux citer le directeur sportif d'Arsenal, qu'est-ce qu'il a dit sur il a soutenu son entraîneur. Et en plus, c'est un Brésilien. Ouais. Il a soutenu son coach. 1. De 2, avant de donner cette déclaration, le club, tellement ils sont structurés, malheureusement nos clubs ne sont pas structurés, ils ont fait un sondage au niveau des fonds. Un sondage d'opinion. Donc le sondage a donné, le sondage
au niveau de l'équipe, pardon. Oui. Il a donné des résultats. C'est bien de consulter les principaux acteurs, parce que pour moi, hein, les supporters sont les principaux acteurs, parce que c'est eux qui payent leurs tickets, c'est eux qui participent à la vie du club. Bon, c'est vrai qu'on est en état de pandémie, il y a certaines pratiques, c'est vrai que le public n'est pas là, mais dans la vie, ils sont là, ils sont présents dans la vie du club. Ils sont présents il n'y a que 12% ils étaient négatifs. Qui étaient contre le maintien de l'entraîneur. Voilà. Mais les autres étaient favorables. La majorité était favorable. Pourquoi? C'est la maturité. C'est la maturité. Oui. L'entraîneur, il a donné une déclaration au début, Michael Arteta. C'est un événement, une situation très compliquée, mais je suis optimiste quand je vois ce que font les joueurs. Bien sûr, nous devons nous améliorer, mais je pense que nous avons été aussi très, très, très malchanceux. Mon énergie et ma concentration est entièrement tournée vers cette mission. Sortir l'équipe de cette situation, maintenir l'esprit de cette équipe. Les garçons se battent à chaque match. Vous ne pouvez pas le nier. Donc, une déclaration de Michael Arteta. Et après, juste après, le directeur sportif, il donne une déclaration juste après la déclaration d'Arteta. Je pense que l'équipe a besoin de stabilité en ce moment. Malheureusement, nous, on ne pense jamais stabilité. Nous avons affronté tellement de changements. Donc, tous les clubs algériens affrontent tellement de changements. À chaque semaine, chaque semaine. Donc, ce n'est pas juste de limoger l'entraîneur. Donc, il faut essayer de revenir. Il faut redevenir un club stable, aussi bien en interne qu'en l'extérieur. Donc, en interne, c'est très important. Ça, c'est le mot. Parce qu'en interne, c'est qui dirigent le club, qui ont cette forte personnalité. Ah oui, c'est vraiment des dirigeants. C'est eux qui ont le volant. C'est eux qui disent. Donc, ils parlent de l'interne avant de parler de l'externe. Donc, avant comme public, nous avons besoin, depuis que nous sommes arrivés, il n'y a que des changements. Si on n'est pas patient avec Michael, ce serait tout injuste pour lui, vu l'année que l'on vient de traverser, à savoir 3 mois sans football et des changements perpétuels. Là, c'est vraiment le soutien aux dirigeants. Bon, là, c'est compréhensible. Là, il y a une situation de crise. Le coach sort de sa réserve, les supporters. Moi, ce qui m'étonne, c'est que chez nous, j'ai même vu un entraîneur avec des résultats, parce que là, on veut dire les résultats, c'est eux qui dictent l'avenir de l'entraîneur. Mais il y a des entraîneurs qui, même après un excellent résultat, jettent l'éponge et partent. Il faut citer l'exemple tout frais, hein, c'est celui de la JSK. Oui. Voilà, il a fait remonter la pente à une équipe déjà. Il a qualifié l'équipe avec une seule défaite. Mais en plus, avec une seule défaite contre le CRB. Donc, c'était 2-3 jours. Il vient d'arriver. Il a fait un excellent travail, il a pris le train en marche. C'est le contre-exemple d'ailleurs. La saison passée, il y avait le cas de... Moi, j'ai jamais vu une équipe terminer première et puis se remercier l'entraîneur. La saison passée, le CRB a terminé premier de la phase aller, donc champion d'hiver. Après, ils se sont séparés avec l'entraîneur. Avec Amrani. Oui. Voilà. Donc, ça se passe qu'en Algérie. Des choses comme ça. Pourquoi? C'est pour ça que je dis qu'il y a la complicité aussi des entraîneurs. Oui, ça. Il faut un collège d'entraîneurs. Il faut aussi, disons, assez de maturité pour les dirigeants, c'est certes, mais il faut un collège d'entraîneurs pour justement mettre à plat toute cette situation. Est-ce que cette corporation est défendue, Samir? Ça vous pose un problème? Non, mais un problème de fond. Est-ce qu'il y a l'association des entraîneurs? La corporation a-t-elle des règles? A-t-elle une éthique? Est-ce que vous vous rencontrez? Est-ce que les entraîneurs se rencontrent? Est-ce qu'ils ont une association? Non, avant, je me souviens, les années 80-90, il y avait le collège. Le collège technique, il y avait le marhoum Beljoudi qui était à Alger, il était membre du collège avec les Mehdaoui, avec les Fergani, mais malheureusement depuis, on n'a plus vu ce collège. Pourquoi? Parce que maintenant, à chaque fois où il y a un entraîneur limogé, personne ne peut lever le doigt. Pourquoi? Parce qu'il y a un entraîneur qui attend. Déjà, il y a un autre. Et la preuve, si vous avez remarqué, c'est les mêmes entraîneurs qui... C'est vrai qu'il y a... il y a un groupe de 4, 5, 6 entraîneurs qui sont en train de tourner entre l'exemple de Bilal
Après même pas une semaine, il se retrouve au NED. Oui, mais le NED, c'est son club de toujours. D'accord, d'accord. Il revient à chaque fois. Donc, à chaque fois. Mais on lance bien avant, donc ça laisse penser que c'est déjà fait d'avance, des choses sont déjà, disons, préparées. Ouais, bon, là, c'est vrai que on a pris un temps, mais sinon, en 2 mots, comment on peut résumer cette situation? Quel danger pour le football algérien? C'est un danger, actuellement. Danger avant, danger maintenant. Il faut l'intervention au niveau des statuts, au niveau de la fédération, et au niveau de la direction technique nationale. Bon, c'est vrai, on ne peut pas maintenir un entraîneur avec des résultats. Ça, c'est une règle pour c'est une règle, puis c'est une stratégie des dirigeants, c'est eux qui doivent imposer. Mais quand même, au moins une stratégie. Je parle beaucoup plus de la stabilité, parce que s'il n'y a pas de stabilité, on ne peut pas voir le football algérien affronter surtout au niveau des clubs, pour la Champions League, pour la preuve. Mais nous avons quand même de bons résultats. Nos 4 clubs engagés sont qualifiés pour le prochain tour. Là, maintenant la réalité de ces groupes, parce que on joue des clubs de Kenya, on joue des clubs... on va dire que c'était les éliminatoires. Là, on est dans de la Libye, tout ça. Mais maintenant, on va voir le vrai visage du football. Le vrai test, voilà. Ouais, c'est le vrai test. Avec des entraîneurs très valeureux qui ont fait leurs preuves, parce qu'une Riz, c'est pas n'importe qui. Oui, non. On ne jette pas l'opprobre sur les entraîneurs. Non, c'est une situation. On l'a dit, il faut qu'ils se perfectionnent et qu'ils soient à la hauteur. Voilà, bon, c'est tout. Je pense, allez, on a terminé le volet entraîneur. L'actualité nous ramène. Aujourd'hui, s'est déroulé quand même un match avancé de la 8e journée. Et c'était le derby à l'est du pays. Et vous savez, c'est la première fois que Skikda et la GSMS Skikda et le CSI se rencontrent en National 1, en Ligue 1. Parce qu'auparavant, il y a une grande rivalité entre les 2 clubs, mais c'était en Ligue 2, jamais en Ligue 1. C'est pour la première fois. Le match s'est soldé sur le score de 0-0. Mais nous avons quand même les propos d'après-match, les achos, comme on les appelle dans le jargon journalistique. Ils nous ont été recueillis par notre ami Yassine Bournef et nos amis qui ont fait quand même le déplacement avec le caméraman Jalal Bouguera et Mohamed Bouzaza qui nous ont fait des exploits pour nous envoyer les propos. يعني بكل صراحه بعد الانهزام اللي هزمنا ضد الميلا دخلنا يعني في ازمه، نقدر نقول لك دخلنا في ازمه وين يعني حضرنا المقابله هذه بجد. وانتم شفتوا يعني اليوم اللقاء بكل صراحه يعني نستاهل يعني الفوز بكل صراحه. ضيعنا عده فرص وسيطرنا على المقابله، ولكن في الاخير خرجنا بنقطه. نقدر نقول لك بلي النقطه تسمح لنا ربما باش نكملوا المشوار في ظروف جيده ان شاء الله. لما تشوف يعني البرودكسيون الاداء تاع اللاعبين تاعنا والاراده، تشوف يعني فريق متكامل، وهذا هو يعني الشيء اللي ربما اللي ما سمحلناش باش نمشي يعني المقابله بمقابله. ابتسام، واش تقول على المباراه اليوم اللي جابت الماتش؟ كنا ننتظروا المباراه صعبه، نعرفوا بلي مباراه محليه عندها الطبع ديالها، ولكن شباب قسنطينه يبقى شباب قسنطينه. اليوم حقيقه الانهزام تاعو الاخير والعطر عليه جمعنا دار كل ما فيه وسعنا باش يخرج بنتيجه. حتى حنا درنا كل ما فيه وسعنا. للاسف كانوا عندنا عده لاعبين مصابين، نقول لاعبين اللي دخلوا في الاماكن تاع اللاعبين اللي مصابين واللاعبين العاقلين داوما عليهم. هذه هي كره القدم. انا نظن اليوم ضيعنا 2 نقاط. الشوطين مختلفين. الشوط الثاني لينا كان احسن من الشوط الاول، كنا قادرين نسجلوا في الشوط الاول، كانوا عندنا فرص في الشوط الاول، حتى في الشوط الثاني كانوا عندنا فرص، حتى شباب قسنطينه كانوا عندهم فرص، خاصه على الكرات الثابته. الكرات الثابته عندهم قامه طويله وهما كانوا مركزين اكثر على الكرات الثابته. الحمد لله اليوم حنا الهدف تاعنا هو 3 نقاط. نظن ضيعنا 2 نقاط. هذه هي كره القدم. حنا مازال عندنا كما نقولوا عام اللي ينتظر فينا، ولكن نحضروا روحنا بمباراه. Jouer match par match et négocier les rencontres. Bon, c'est vrai que c'était le derby, mais bon, il n'y a pas eu de vainqueur. C'est normal quand il y a des matchs serrés, c'est tout à fait normal. Mais quand une équipe qui a gagné un match, son 2e match, et puis une équipe qui perdait à domicile, on s'attendait à un débat serré, mais bon, voilà, ça a donné 0-0
Juste un mot. C'est une réaction à chaud aussi. Non, la réaction même des joueurs vis-à-vis de leur entraîneur, vis-à-vis du club, avec la défaite contre Emilia. Donc, on s'attendait à une réaction. Bien sûr. Un mot, Samir. C'est une réaction, on l'attendait de l'équipe de CS Constantine. Des fois, il faut savoir ne pas perdre. C'est déjà. C'est ce qu'il faut. Alors, une autre équipe aussi qui n'arrive pas à gagner et qui a eu beaucoup de difficultés. Bon, c'est normal. Quand on descend en Ligue 2, et quand on revient, on doit refaire ses classes. Et malheureusement, pour l'équipe du Wydad de Tlemcen, eh bien, les leçons sont dures à apprendre. Et l'équipe a dû se séparer de son entraîneur Abbas Aziz. Voilà, notre ami Ben Mehel de la station régionale d'Oran est allé à la rencontre du dernier entraînement sans l'entraîneur Abbas Aziz. الشيخ نتمنى له التوفيق مع هذا المنبر ان شاء الله في كما نقول لك في المستقبل تاعه. فوزي يكون هارب عليك سي نورمال الناس تتقلق. المردود راه لاباس به تاع الفريق واحد الناس في كاع المقابلات اللي كانوا في الشاشه. ان شاء الله هذا النقص الهجومي اللي راه ان شاء الله احنا نحضروا ونخدموا من جهته باش نحسنوها في المستقبل. راح ننطلق من هناك على الجهه اليمنى دائما الكره الونترينر خدم خدمته الغالب ما تمشيتلاش وحنا رانا ثاني كونسونطرا مع الشيخ جواد رانا نخدموا بيان نكونسونطرا على الماتش ان شاء الله نكونوا واجدين مباراة تاع شبيبة القبائل نديروا لينا وان شاء الله نديروا الديكليك ان شاء الله. نقول الكامل الانصار وداد تلمسان ومحبي وداد تلمسان ان يعاونوا هذا الفريق ان شاء الله نوقفوا كاع باش نقضوا هذا الفريق قبل فوات الاوان ان شاء الله. يا ما نكذبوش صح الويكلو هذا ما شغل البنه تاع الفوتبال هذه ماهيش كما كانت مع مام المرض هذا اثر علينا مي وين حبسنا بالك صافي 8 موا ولا من بعد ولينا المنافسه ما كانش سهله ما نكذبوش علينا على رواحنا ما كانش سهله مي هذا ماهوش عذر لازم كما يقول لك نخدموا باش نحققوا نتائج ايجابيه باسكو ما ننساوش رانا نلعبوا في فريق كبير اللي هو وداد تلمسان وما يستاهلش الوضعيه هذه اللي رانا فيها وكما يقول لك لازمنا نخدموا ولازمنا نساو واش فات وين صح مدرب سابق عزيز عباس وين قام بمجهودات ويعطيه الصحة خلاص المكتوب كما يقول لك وحنا ما لازمش نحطوا يدينا لازمنا نعملوا أكثر ولازمنا نحققوا نتائج إيجابية. Voilà, donc nous avons écouté les propos de Jawad Adel qui prend la succession de Abbas Aziz, c'était son adjoint. Ensuite, c'était Kamel Soufi, le gardien de l'équipe, Houssam Mouassini et le capitaine Sofiane Mebarki. Voilà, et le sujet était de Belmehel. Situation aussi, hein, quand cette journée sans victoire, bien ça a coûté le poste à l'entraîneur. C'est pour ça qu'on parle de cette valse des entraîneurs, devient par la force des choses un sport national. Voilà, un sport national, voilà. Sincèrement. Parce que je viens d'entendre que ça n'a pas marché pour l'entraîneur, donc on lui souhaite, mais c'est pas normal ça. Comment il parle au niveau du jeu qu'il nous manque un peu d'efficacité. L'efficacité, ce n'est pas l'entraîneur qui va marquer des buts. Donc, il faut attendre. Si un recrutement au niveau, peut-être ils peuvent avoir un recrutement d'un attaquant qui peut concrétiser les occasions créées au niveau de l'animation offensive. Donc, ce n'est pas normal qu'on peut remercier un entraîneur comme ça. Ça n'a pas marché. On lui souhaite. On souhaite bon courage. Non. Oui, ça ne marche pas. Des fois, c'est pour conjurer non, c'est pour calmer la rue. C'est pour calmer la rue. Voilà, voilà. Et c'est dommage parce que ce sont les entraîneurs qui payent la facture. Et puis, voilà. C'est révolu, Smaïna. C'est révolu d'avoir un entraîneur qui est l'étiquette du club. On parle de Alex Ferguson, voilà, ici on a eu beaucoup de... C'est le même entraîneur qui a fait accéder ce club. Azarwal Aïnila, c'est des gens qui ont duré dans le temps. Exactement. Pourquoi ne pas revenir? Les bonnes vieilles recettes marchent toujours. Marchent toujours, bien sûr. Au moins on gagne leur expérience.
Très bien. La moindre des Rapidement, choses. Samir. Juste pour conclure sur Aziz Abbas, on l'annonce à Borj Bararkch. Sa ville. Voilà, c'est la phase des entraîneurs et c'est en 3 temps. Allez, la présentation de la 8e journée, enfin, de ce qui reste, parce qu'il reste encore les autres matchs. Alors, la présentation est de Sid Ahmed Bouraïb. Surfant sur une longue série d'invincibilité, toutes compétitions confondues, et large vainqueur en déplacement du cas Borj Bouarerij, l'Entente abordera cette affiche avec l'intention de préserver sa dynamique et surtout creuser l'écart en tête face à un concurrent direct au titre. Le MCA, qui compte un match en moins, essaiera de faire le meilleur résultat possible et rester au contact du leader. Le stade du 20 août 55 arbitrera l'autre affiche de la journée entre le champion au titre le Chabab de Belouizdad et le Mouloudia d'Oran, qui vient de se séparer de son entraîneur Bernard Casoni. Deux équipes encore invaincues et qui occupent la 4e place avec 11 points. L'ASN Melilla, qui reste sur une victoire en déplacement en Constantine face au CSC, décroché dans le temps additionnel, espère poursuivre sur sa lancée lors de la réception de l'Olympique de Médéa, qui reste sur 3 victoires consécutives. La JS Saoura, qui a concédé sa première défaite lors de la saison le week-end dernier face à la JSM Skikda, tentera de se racheter à domicile devant le Nasr Houssindey, qui en revanche a réalisé son premier succès aux dépens de l'Azoshlef. Le cas Borj Bouarerij, lanterne rouge avec 2 points, n'aura d'autre choix que la victoire, au risque tout simplement de compromettre dès maintenant son avenir parmi l'élite. Lors de son déplacement sur le terrain de l'Azoshlef, 7e avec 10 points. Auréolé de sa victoire acquise à Tizi Ouzou, l'USM Alger essaiera de réaliser la passe de 3 en accueillant le RC Elizane. Le Wydad de Tlemcen, qui s'est séparé de son entraîneur Aziz Abbas, n'aura pas la tâche facile lors de la réception de la JS Kabylie. La bande à Denis Lavani essaiera d'effacer la dernière défaite à domicile face à l'USMA. Les autres matchs de la journée opposeront l'US Biskra à l'USM Bel Abbas et le NC Magra au Paradou AC. Voilà donc la présentation de ce qui reste comme match de la 8e journée par Sid Ahmed Bouraïb. Alors nous allons bien sûr jeter un coup d'œil au classement avant cette 8e journée pour nous rappeler qui est leader, qui est bien sûr second. Alors le tableau, d'abord le classement de la Ligue 1 après 7 journées de championnat. Bien sûr, il y a des matchs retard, mais nous allons suivre. Est-ce que les tableaux sont prêts, s'il vous plaît? Pas encore. Allez, on va... voilà, les tableaux. Bon, ils ne sont pas encore prêts, donc c'est juste que la 8e journée, nous avons quand même de très belles affiches, deux très belles affiches, notamment Entente Mouloudia d'Alger, qui va se dérouler samedi et que vous pourrez suivre bien sûr sur le petit écran. Oui, je pense aussi que l'Entente a réalisé un 5 sur 5. 5 victoires consécutives, donc c'est une équipe qui a comme pardon, juste avant de continuer, voilà le tableau. Donc l'entente de Sétif est devant le Mouloudia d'Alger, même si le Mouloudia d'Alger a encore un match en retard. C'est dire que c'est l'affiche, le leader suivi son devant. Aïn Melilla qui recevra l'OM Médéa aussi. Bon, ça c'est aussi une affaire du haut du tableau et c'est donc les équipes qui restent. La deuxième partie du tableau, s'il vous plaît, la deuxième partie du classement. Dans la deuxième partie, bon, les clubs à la traîne, c'est ceux qui se sont séparés de leur entraîneur, comme par hasard, ou qui ont changé. Donc, quand il y a instabilité, quand il n'y a pas des résultats, l'entraîneur paye. Bon, c'est le cas de Borj Bouarerij, Magra aussi, qui a changé d'entraîneur, Tlemcen, Bel Abbas, c'est pas par hasard, hein, c'est le classement. Les mal classés se séparent des entraîneurs. Ouais. Voilà, ça c'est pour avoir à peu près une idée sur le classement avant le déroulement de la journée. Alors, le résultat d'aujourd'hui, bien sûr, nous l'avons vu tout à l'heure après, c'était 0-0 entre la GSMS Kikda et le CS Constantine. Donc voilà, 0-0, résultat qui... Bon, c'est un petit point pour chaque équipe. C'est pas grand-chose, mais on va dire c'est mieux que rien. Mais bon, vous savez, en temps de vache maigre, on se contente d'un point. Les autres matchs, alors les matchs de vendredi, d'abord avec l'AS Oshlef qui reçoit Borj Bouarerij. Là aussi, ça va être une grande explication. C'est Saoura qui reçoit Net pour bien sûr l'opération rachat pour la GS Saoura. Aïn Melilla, qui je vous disais, c'est une équipe en forme de ce début de saison classée 3e.
et puis qui recevra Médéa qui vient de réussir 3 victoires successives. Biskra recevra l'USM Bel-Abbès. Et puis pour le samedi, la plus grande affiche, bien sûr, c'est l'Entente de Sétif qui reçoit le Mouloudia d'Alger. On s'arrête un peu sur ce match parce qu'il est quand même important. Ça, c'est un classique du championnat, et puis surtout en ce moment. Oui, un classique, mais l'Entente n'a pas encore affronté des calibres, si je peux parler de calibre dans le championnat, dans notre championnat. Donc, pour la première fois, elle va affronter un gros morceau. Voilà. Ni le Mouloudia d'Oran, ni à part Bel-Abbès, un club mal classé. Mais quand même, c'est une équipe qui a... Sincèrement, j'ai vu les matchs de l'Entente à 3 ou 4 rencontres. C'est une équipe qui progresse, c'est une équipe de jeunes, plein d'enthousiasme. Et qui reste invaincu avec cet entraîneur. Cet entraîneur. Qui est Nabil Kouki. Le recrutement avec l'entraîneur qui a fait 4 ou 5 recrutements de jeunes en plus. C'est une équipe qui... Mais sur le plan tactique, ça m'a impressionné beaucoup sur le terrain. Je vois des joueurs de devoir sur le terrain. Voilà, et ça, c'est très important. Des missions qui remplissent leur mission. C'est ça, un joueur qui remplissent leur mission. Ils savent très bien. Vous êtes sous le charme de cette équipe. Non, sincèrement. Il n'y a rien à dire. Irréprochable. Mais voilà. Je reprends dans le premier plateau, on a parlé de Amoura, c'est tout. Je veux revenir sur Amoura que j'espère, je souhaite aussi que l'Entente, pour accompagner ce jeune, que sa famille soit avec lui à Sétif. Oui. Ça, c'est très important. C'est un jeune. C'est pour son équilibre. Pour son équilibre, pour sa vie quotidienne, c'est très important. Sinon, pourquoi moi je parle comme ça? Parce que je vois pour le football, au moins pour le football algérien, non seulement positif, mais pour le football algérien. C'est une vraie perle. C'est une perle. Mais à condition de le mettre dans les conditions. Avec sa famille à Sétif. Et il ne doit pas rester seul avec les joueurs parce que à la fin, on peut le perdre. Voilà. Donc ça, c'est un bon conseil à retenir. Bon, on a revu les autres matchs. Le tableau, je ne sais pas s'il est encore disponible. Pour voir les autres matchs, Tlemcen qui reçoit la GSK aussi. Voilà, Tlemcen qui reçoit la GSK. Magra qui recevra le Paradou. Et l'USMA contre Rélizen. Bien sûr, l'affiche de la journée, c'est bien sûr Entente Sétif, Mouloudia d'Alger. Voilà pour le volet football. On va passer à l'Omnisport, juste le temps de recevoir notre ami Zoher Bahri, qui est spécialiste en handball. Dans quelques instants, bien sûr. Allez, le jingle Omnisport. Voilà, donc le jingle Omnisport n'était pas à sa place, mais bon, c'est pas grave, on va essayer d'y pallier. Bien sûr, juste le temps, bien sûr, de mettre... c'est vrai que nous jouons la Coupe du Monde de handball qui a commencé hier, la Coupe du Monde et qui verra bien sûr la participation du 7 national après une absence qui aura duré quand même depuis plus de 6 ans. C'est le retour de l'équipe nationale dans une compétition aussi prestigieuse que peut-être un mot. Vous suivez le handball? Parce que j'ai suivi l'équipe nationale en 2015 où le Qatar a organisé la Coupe du Monde de handball. Donc l'Algérie était présente. Et depuis, c'est une autre équipe. Depuis, j'ai plus vu l'équipe nationale. Ouais. Malgré ils ont fait une excellente Coupe d'Afrique. Oui. Voilà. Alors, le jingle d'abord de cette Coupe du Monde qui se déroule actuellement en Égypte. Alors, le jingle, est-ce qu'il est prêt? Au moins? Pas encore. Voilà. Alors, marhaba bik, d'accord, docteur Bahri Zoher. Marhaba, merci d'avoir fait le déplacement et de suivre. Vous avez suivi pour nous la première mi-temps de l'équipe. On ne sait même pas de score. Hein. Ils sont à combien? 10-6, je crois. 10-6, je ne sais pas, c'est vous, oui, nous. Premier mi-temps, parce que ce n'est pas terminé encore. On a pris faveur de l'Algérie, bien sûr. Non, faveur du Maroc, malheureusement. Alors, malheureusement. Voilà. Alors, juste pour se mettre dans le bain, voilà le jingle de cette...
Voilà, c'était le jingle pour cette Coupe du Monde, voilà, qui a commencé hier. Le premier match de l'équipe nationale se joue actuellement, en ce moment même. La première mi-temps n'est pas encore terminée. Le temps, parce que c'est vrai, c'est bien de prendre des avis d'entraîneurs et de gens qui ont quand même fait beaucoup de bien à cette discipline qui est le handball. Alors, d'abord, juste avant le match, voilà ce que disait à peu près notre ami Aziz Derouez, qui est un monument du handball algérien, voilà, que l'on salue au passage, et avec cette présentation de ce match Algérie-Maroc de notre ami Moukhtar Hammani. Remporter le derby maghrébin contre le Maroc, rien de mieux pour une bonne entame du mondial Kairat. Une belle bataille sportive qui s'annonce favorable aux 7 nationales et qui de mieux que l'homme aux 5 Coupes d'Afrique des Nations pour placer un pronostic objectif. Moi, je me permets de dire que sur la valeur intrinsèque de l'équipe nationale, ce qui a été montré au dernier championnat d'Afrique à Tunis, et même si la victoire contre le Maroc a été relativement difficile, mais on domine de toute façon cette équipe marocaine. Et là, on va la dominer, à mon avis, encore plus facilement parce que l'équipe semble mieux, malgré les difficultés de la préparation. Un pronostic encourageant qui va certainement booster les joueurs et un staff sur ses gardes, surtout quand il s'agit d'un adversaire à sa portée. Et ce n'est pas l'expérience du trio à l'importe, Tahar Laban et Hicham Boudrali, qui nous contredira. Les joueurs semblent bien prêts physiquement et mentalement pour cette première confrontation qui, en cas de victoire, leur permettra de bien aborder le second match prévu samedi face à l'Islande. Voilà, donc voilà. Alors le match se déroule actuellement. La première mi-temps n'est pas encore terminée. Le score est à 12-7 pour le Maroc. C'est vrai que les derbies, ça n'a jamais répondu à une logique, hein, n'est-ce pas, Monsieur Bahri? Oui, absolument. Étant la première compétition de ce championnat du monde, il faut reconnaître que tactiquement, ça va jouer à comprendre l'adversaire, de se mettre en place, que ce soit sur le plan offensif ou sur le plan défensif. Il se trouve que notre équipe nationale ne s'est pas mise dès le départ en place en termes de cohésion tactique, par rapport surtout à l'aspect offensif, où il y avait des petites précipitations dans des tirs à distance, notamment celle de Berkous et de Berriah, aussi des pertes de ballons de tir de jet de 7 mètres qui n'ont pas été réussis efficacement. Et aussi par rapport au front défensif, où le repli défensif a été constaté surtout pour les Marocains, qui ont pris le côté gauche, l'ailier et l'arrière gauche, qui ont eu à déséquilibrer notre défense et qui ont fait leur efficacité par rapport à notre équipe nationale était meilleure. Et aussi le rôle qui ont été joués par les 2 gardiens de but. Il faut reconnaître que le gardien marocain a pu arrêter 3 jets de 7 mètres de notre équipe nationale, chose qui est importante en handball. Par contre, le nôtre, il n'a pas pu arrêter aucune balle en jet de 7 mètres. Ce qui a fait que l'écart s'est creusé par rapport à 12-7, et espérant que le front offensif, que les entraîneurs, le staff technique vont permettre un petit changement. D'ailleurs, les Marocains nous ont joué une défense avancée, ce qui nécessitera... C'est notre défense, c'est la défense à l'algérienne. C'est à l'algérienne. Voilà, c'est ce qui faisait le point fort de l'Algérie. Ils ont nous joué une défense avancée, ce qui va nécessiter un dynamisme plus important de la part de notre équipe nationale pour permettre d'ouvrir les fronts en défense marocaine, pour pouvoir réussir efficacement des buts pour faire augmenter le score qui est de l'ordre maintenant de 4 buts. Est-ce que, voilà, la différence, est-ce que 4 buts, c'est important, c'est trop, c'est peu, c'est jouable À ce niveau de la compétition, il est important. Pourquoi il est important? Parce que le temps de séquence de jeu en attaque et en défense, chaque équipe a dans son esprit d'imposer son rythme de jeu. Parce que s'ils arrivent à vous marquer un but, donc automatiquement, ils vont imposer un rythme, une dynamique de repli en défense pour pouvoir casser votre front offensif. Et casser votre front offensif, dans la prise en charge déjà, que ce soit sur le plan de front de défense, de nos joueurs attaquants, les casser, les faire ralentir et d'anticiper pour pouvoir récupérer des balles et repartir encore en contre-attaque pour pouvoir remarquer. C'est ça la rivalité qui fait la différence entre 2 équipes à ce niveau des championnats du monde. Alors que les 2 équipes se connaissent bien. Moi, je les ai vues jouer en championnat d'Afrique. Et puis l'Algérie a battu le Maroc avec une certaine facilité, mais en deuxième mi-temps. Voilà.
mais malgré le fait qu'il y avait une grande opposition marocaine, mais en deuxième mi-temps, l'équipe nationale s'est ressaisie et puis elle est allée. Est-ce qu'on peut prévoir ce genre de scénario? Parce que nous, on est quand même supporters de l'équipe nationale. Mon ami, vous savez que la rivalité en termes de compétition, ça se prépare, ça se forme. C'est un travail de longue haleine. Et chaque compartiment, ça se prépare. Et on se prépare et arriver à ce niveau d'événement, c'est-à-dire c'est par rapport aux adversaires que vous allez jouer, qui sont de certain niveau mondial. Et là, chaque entraîneur, chaque staff, donc, s'attelle à préparer son équipe sur tous les compartiments, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement. Et arriver à ce niveau aussi de la compétition, c'est une étude qui va se faire, c'est une analyse qui va se faire sur les éléments qui sont présentés, comment vont-ils nous jouer et quel type, par exemple, de défense que nous allons imposer. Et d'événement en événement, on se progresse, et parce que c'est un classement mondial qui va faire que les Marocains espèrent bien évoluer sur le plan continental, notamment maghrébin ou africain. Par rapport aux Algériens, nous qui avons le trophée au niveau africain, on ne parlait même pas de nos amis marocains à l'époque, on parlait des Égyptiens et des Tunisiens, mais malheureusement aujourd'hui, on n'arrive même pas à s'accrocher avec des Marocains. Ça reste un petit peu à revoir, un petit peu. Oui, là, c'est vrai que, bon, c'est vrai, il y a l'arrêt du championnat, le manque de compétition, mais c'est valable pour toutes les équipes. Sauf que, c'est vrai, on peut jeter un coup d'œil d'abord au tableau, parce qu'il faut situer à peu près où est l'équipe nationale. Elle joue, c'est vrai, contre le Maroc. Les autres, le groupe F, est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît? L'Islande et le Portugal. Voilà, l'Algérie dans le groupe avec l'Islande et le Portugal. Bon, c'est vrai que la clé de ce match, c'est ce premier match. C'est ce premier match. Voilà. Donc il reste une mi-temps, le score est de 14-8. Bon, c'est un peu important, ça se creuse. C'est jouable. Mais c'est toujours jouable, c'est ce qu'il faut. Oui, c'est jouable dans le sens où la mutation, la transformation, le passage d'une attaque à une autre, c'est-à-dire le changement carrément du front offensif par une cohésion tactique, d'imposer une dynamisme, parce que les Marocains, on les a évolués en premier mi-temps. Ils sont en train de jouer avec des couloirs ouverts, avec une défense avancée, qui va nous permettre d'ouvrir des brèches. Et là, ils vont accentuer nos joueurs sur les attaques latéraux, l'axe central qui doit imposer une dynamisme par des croisements, que ce soit en individuel ou en double croisement, faire même des démarrages des idées pour pouvoir faire encore creuser cette défense marocaine et arriver à marquer des buts. Et encore là aussi, il faut insister sur absolument d'adresse et d'efficacité offensive et insister aussi sur le repli défensif. Parce que les Marocains nous ont imposé. Parce que là, il faut marquer, ne pas encaisser. Absolument, parce que l'efficacité marocaine était plus supérieure par rapport à la nôtre, surtout en première mi-temps. Alors, voici le programme de l'équipe nationale, parce que c'est vrai qu'après le match du Maroc, bien le tableau, voilà, l'Algérie jouera l'Islande, ça sera samedi à 20h30, et puis lundi, ça sera contre le Portugal. Bon, est-ce que c'est des matchs où on va faire de la figuration, ou est-ce que l'exploit est possible? Tout se joue, comme vous l'avez dit, d'ailleurs, sur ce premier match. Parce que le démarrage, c'est d'imposer, de trouver ses repères, de trouver déjà la cohésion de l'équipe. Parce que tout ce processus de préparation qui a été effectué, qui a été établi, c'est d'arriver à ce niveau de compétition, d'imposer une équipe type, que ce soit sur le flanc offensif ou sur le flanc défensif. Et maintenant, le staff technique, il aura à superviser, à évaluer l'efficacité de ces éléments par rapport à ces plans offensifs et défensifs qu'il a mis en place. Et ensuite, ça va se jouer, les petits correctifs qui sont apportés, ce sera dans le deuxième match. Et bien sûr, dans l'évolution de ce championnat du monde, chaque staff technique essaiera d'aller le plus loin et le plus maximum possible. Voilà. Alors, fin de la mi-temps à 15-8, je pense que c'est quand même c'est assez sévère comme première mi-temps, mais tout reste jouable. Donc, nous n'avons plus que 2 minutes pour terminer. Peut-être un mot, il ne faut pas baisser les bras, je pense. Bien sûr, donc ça dépend maintenant de la tactique de la deuxième mi-temps. En plus, je viens d'écouter, d'entendre qu'au niveau défensif, au niveau offensif, donc il y aura aussi un équilibre. Donc même pour les Marocains, peut-être en première mi-temps, ils ont fait ils ont évolué à l'Algérien. Deuxième mi-temps, ils peuvent changer. Donc, nous,
on compte beaucoup plus sur ce match parce que c'est très important pour le passage au deuxième tour. Et toutes les chances sont basées sur ce match. Allez, le spécialiste va probablement nous donner son avis en une minute. En une minute, voilà. Oui. Ça est dans l'évolution, parce que le handball, ça fait longtemps qu'on s'est coupé un petit peu de handball, et chacun entend parler que ça se préparait, que ça va venir, etc. Et devoir permettre une prestation de notre équipe nationale à ce niveau. Donc, il faut, me semble, là, d'apporter des qualités, que ce soit sur le plan d'attaque, sur le plan défensif, qui soient plus ou moins exemplaires pour pouvoir répondre, ne serait-ce qu'efficacement, et aller le plus loin au niveau de ce championnat du monde. Bien, Inch'Allah, il faut rester optimiste. Absolument. Il reste quand même... Absolument. Ce deuxième mi-temps. Oui, il reste d'abord une deuxième mi-temps. Les techniques vont se pencher, vont donner plus de armes à nos joueurs qu'il avait auparavant, et de pouvoir rivaliser comme il se doit et se gagner dignement ce match, ne serait-ce que ce... Inch'Allah. Et puis il restera... Il ne faut jamais partir vaincu. Il reste 2 matchs contre l'Islande et le Portugal. Oui, et l'exploit est bien sûr permis. Abdelali Ridir, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je remercie aussi Zoher Bahri qui nous a éclairé avec bien sûr cette analyse. J'espère qu'on se reverra. Inch'Allah, l'équipe va gagner et vous allez revenir sur ce plateau pour nous éclairer bien sûr sur le handball. Nous, on va se quitter bien sûr en remerciant mes 2 invités puis aussi notre consultant Samir Hamdi. Nous remercions aussi toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir à partir de la station régionale de Constantine et le réalisateur Nabil Yagoubi qui a fait beaucoup d'efforts pour réaliser cette émission. Je vous retrouve, Inch'Allah, jeudi prochain pour un autre Sport Week-end. D'ici là, on croise les doigts pour la deuxième mi-temps de l'équipe nationale de handball. Inch'Allah, on se reverra avec peut-être des succès et une qualification au deuxième tour. D'ici là, tenez-vous bien, bon week-end. Inch'Allah.